organisation de la gauche dite radicale, y compris en 2014 lorsqu'il y a eu les élections européennes, alors que pourtant ça aurait pu être un réel tremplin pour faire passer nos idées et nous positionner comme une vraie alternative à gauche. C'est d'ailleurs ce que proposait Aurélien Bernier à ce moment-là. D'ailleurs, on parle dans ton livre la gauche radicale et ses tabous, que je vous invite à lire, qui est disponible sur la table de presse, je crois. Il n'est pas disponible, mais vous pourrez trouver ailleurs. Et aujourd'hui, beaucoup d'organisations de la gauche radicale restent encore très floues, voire muettes sur ce sujet. Il y a le Front de gauche qui a un petit peu évolué sur cette question. Par exemple, Mélenchon, qui porte le projet de la France Insoumise, aujourd'hui propose dans son discours plan A, on négocie les traités, et plan B, on sort en cas d'échec. Donc en réalité, quand on regarde les textes qui sont proposés, ça reste quand même un flou artistique très ambigu et à mon avis pas du tout suffisant. Et donc on voit bien que ces partis de la gauche radicale, ils restent encore dans ce fantasme de changer l'Europe, de transformer l'Union européenne de l'intérieur, alors qu'on a bien vu par exemple aussi avec ce qui s'est passé en Grèce que ce n'est pas possible et que si on veut une réelle transformation sociale et appliquer un projet politique de gauche, la sortie reste une condition indispensable. Et il y a un autre aspect aussi, c'est que l'Union européenne, en fait, c'est pas... En tout cas, nous, ce qu'on porte dans le collectif Frexit, mais aussi dans le référendum, c'est que l'Union européenne n'est pas un beau projet qui aurait dérivé en politique libérale, mais que dès le départ, c'est un projet libéral qui met en concurrence les États, qui génère du dumping social et qui a été créé par les dominants, pour les dominants. D'ailleurs, à l'époque, c'était la communauté européenne du charbon et de l'acier, donc c'était bien quelque chose qui servait les industriels et pas le peuple. Il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles les organisations politiques, à mon avis, ne se positionnent pas ou sont très frileuses de se positionner clairement sur ce sujet. C'est la peur d'être assimilée au FN, qui propose aussi une sortie de l'Union européenne, et la peur de perdre aussi des électeurs, notamment des électeurs qui viendraient, par exemple, d'Europe Écologie Les Verts, du PS. Et donc, souvent, en fait, ces organisations à gauche préfèrent s'adresser à des électeurs plutôt de gauche et qui votent déjà plutôt qu'aux classes populaires et aux abstentionnistes, qui, eux, et preuve en est le porteur de parole qu'on a fait ce matin et que vous pouvez voir défiler au-dessus de moi, il y a beaucoup de gens en fait qui soutiendraient cette idée de sortie de l'Union européenne et qui, même s'ils ne sont pas très politisés, ont bien conscience que ce n'est pas dans leur intérêt de rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Et qui ont simplement envie de pouvoir choisir et que quand ils votent non, par exemple, à un traité, ce sera bien qu'il soit appliqué. Enfin, que leur choix soit appliqué. Alors, nous, on vient dans les militants de la campagne Frexit de diverses formations politiques. Certains étaient dans des partis où ils sont toujours, ou dans des associations politiques. En tout cas, ce qui fait commun entre nous, c'est qu'ils portent quand même un projet anticapitaliste, souverainiste, donc, et de protection des conquêtes sociales, et puis de l'héritage du Conseil, de ce qu'a mis en place le Conseil national de la résistance, quoi. Et on veut aussi mettre en place un projet féministe, antiraciste, écologique et du protectionnisme social et écologique. Et donc, évidemment, on voit bien que le projet, l'idéal politique qu'on porte, même s'il y a des divergences entre nous, ça peut arriver, il est évidemment non seulement différent, mais opposé à celui de l'extrême droite. Et je tiens à le préciser parce que souvent, on reproche, on est assimilé à eux quand on parle de sortie de l'Union européenne ou dans les médias, par exemple. Alors qu'évidemment, c'est tout à fait différent. Et non seulement c'est opposé, mais en plus, le fait de s'approprier ce sujet-là et de ne pas le laisser à l'extrême droite, c'est aussi une façon de se placer comme une alternative crédible aux libéraux et de faire barrage à la fois aux libéraux et à la fois à l'extrême droite. Donc, on pense qu'il y a un réel enjeu aujourd'hui à s'emparer de ce sujet et à mobiliser le milieu militant de la gauche et même bien au-delà autour de cette question de la réappropriation de la souveraineté du peuple. Et d'expliquer qu'on a une vision
politique de la nation qui est différent d'une vision identitaire de l'extrême droite, qu'il faut expliquer cette vision-là aux gens qu'on rencontre et les enjeux à sortir de l'Union européenne, puisque même un projet qui serait pas ambitieux, simplement de, par exemple, sortir de politiques d'austérité, d'arrêter de fermer des hôpitaux, des écoles et de protéger nos services publics, nécessiterait de toute façon une sortie de l'euro et de l'Union européenne. D'ailleurs, je pense que Stathis Skouvelakis pourra nous en parler tout à l'heure, puisqu'il a été dans le comité central de Syriza, qui est aujourd'hui dans l'unité populaire. Et donc, nos propositions, nous, c'est de, même si c'est tout récent, hein, cette campagne Frexit nous aussi, on doit rester un référendum, c'est parti d'une campagne Facebook, et l'idée, c'est de mettre à disposition de tous ceux qui le souhaitent un outil qu'on puisse s'approprier pour pouvoir monter des collectifs localement, faire des conférences pour expliquer nos positions. Et donc si ça vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas, je crois qu'il y a une feuille de contact qui circule, où elle doit être sur... voilà, invité à faire circuler une feuille de contact. Vous pouvez la laisser soit pour avoir des informations, soit si vous souhaitez vous investir dans la campagne. Je vais présenter maintenant nos deux invités. Je vais commencer par Stathis Skouvelakis, qui enseigne au King's College de Londres, qui est auteur de plusieurs études sur les mouvements politiques et l'histoire du marxisme. Si ça vous intéresse, on peut trouver aussi sa thèse en français aux élections actuelles Marx, confrontation, philosophie et révolution de Rosa Marx, ainsi que La France en révolte. Comme je disais, tu as été membre du comité central de Syriza, et tu l'as quitté pour ensuite aller à l'unité populaire, donc tu es porte-parole internationale. Et donc, tu es aussi un militant engagé dans les combats antiracistes et anticapitalistes. Et donc, Aurélien Bernier, donc, tu es auteur et militant spécialiste des politiques environnementales. Tu es dans les mouvements pour la démondialisation. Tu as été membre d'ATTAC, l'association pour les transactions financières et pour l'action citoyenne. Et ensuite, tu as démissionné d'ATTAC pour contribuer à la création du MPEP, qui à l'époque s'appelait Mouvement politique pour l'éducation populaire, qui était à l'époque le seul mouvement à se positionner clairement pour une sortie de l'Union européenne et de l'euro. Ce mouvement d'ailleurs a essayé de se rapprocher, de rentrer dans le fond de gauche, mais n'a pas été accueilli à bras ouverts, on va dire, notamment à cause de ses positions claires sur l'Union européenne et sur l'euro. Et d'ailleurs, en 2012, l'idée de la désobéissance à l'Europe a été reprise dans le programme de Foucault. Je pense que c'était quand même une première petite avancée, mais qui en est malheureusement restée là. Et donc ensuite, en juin 2012, a été publié Comment la mondialisation a tué l'écologie, où tu reviens par exemple sur la convention, enfin la déclaration de Cocoyote, écrite en 74 dans le cadre des Nations Unies, et qui reprend cette réflexion sur la démondialisation. On va peut-être nous en parler tout à l'heure, c'est un peu intéressant. Et donc, début 2014, alors que le Front de gauche n'était toujours pas positionné sur cette question de l'Union européenne et de l'euro, et qu'il y avait aussi les élections européennes, tu as publié d'autres ouvrages. Voilà, c'est ça, La gauche radicale et ses tabous. Et donc, par ailleurs, tu appelles aussi à sortir de l'OMC, à restaurer la primauté du droit national sur le droit européen et à mettre en place un protectionnisme social et environnemental au niveau national. Donc, tu nous présenteras tout à l'heure ton dernier ouvrage, La démondialisation ou le chaos, dont tu nous parleras tout à l'heure. Premier mot, c'est Stathis. Merci Marie. Bien, merci beaucoup. Donc merci aux amis et camarades de ce collectif, de cette invitation. Bon, je vais faire une petite, déclaration liminaire pour résumer un peu ma position et mon état d'esprit par rapport à la question dont nous discutons actuellement. Je pense que dans le contexte politique et social de plus en plus tendu que nous traversons, la question de l'Union européenne, qu'il faut distinguer d'ailleurs de l'Europe,
c'est un point tout à fait important, me semble-t-il, et véritablement l'écueil sur lequel risque de se fracasser l'ensemble de la gauche européenne aujourd'hui. Et il est extrêmement inquiétant de voir que précisément au moment où le projet européen perd en légitimité partout dans le continent et rejeté de façon de plus en plus claire, avant tout par les classes populaires, la gauche, dans toutes ses variantes, y compris donc la gauche radicale, la gauche qui se veut transformatrice, est complètement incapable d'articuler une position et donc de donner une traduction politique à ce rejet. Et comme la nature, comme vous le savez, déteste le vide, quand on ne fait pas le travail, c'est quelqu'un d'autre qui le fait à votre place. Et bien entendu, ce sont des forces d'extrême droite, nationalistes, xénophobes, racistes, qui sont en train de capitaliser de plus en plus, dans un nombre croissant de pays, pas partout toutefois, sur ce type de rejet. Donc il y a une urgence de se confronter à cette question de façon tout à fait explicite, de façon claire. Et je crois que toute initiative qui va dans ce sens, y compris celle-ci bien entendu, est tout à fait la bienvenue. Alors, le titre de notre réunion, c'est « Comment sortir de l'Union européenne par la gauche ». Mais avant de parler du comment, je voudrais parler brièvement du pourquoi. Et puis je vais conclure avec quelques remarques un peu sur les lignes de fuite, si vous voulez, des lignes de sortie alternatives. Mais la question du pourquoi et du comment va me permettre de vous faire part brièvement, bien sûr, des deux expériences auxquelles j'ai été confronté, d'une certaine façon par le hasard. La première, c'est par un hasard de naissance, peut-être. Je suis grec, mais bon, par choix aussi, j'ai toujours eu un militantisme côté grec, en plus du militantisme côté français. Et donc, ça, c'est dans la rubrique du pourquoi. Pourquoi il faut sortir de l'Union européenne si on veut suivre une politique de gauche. Et la deuxième, c'est le comment, et là, ce sera le Brexit, parce que les hasards de la profession font que je travaille en Angleterre depuis le début des années 2000, donc j'ai vécu de près l'histoire du Brexit. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut sortir de l'Union européenne et avant tout de ce qui en constitue le cœur, c'est-à-dire l'union économique et monétaire, si on veut suivre une politique de gauche? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'entends ici par politique de gauche, hein? Le mot est tellement archi-usé que, je ne sais pas, Emmanuel Macron est de gauche, Nathalie Arthaud est aussi de gauche. Alors, j'entends ici par gauche une définition, je crois, en réalité très minimale, mais qui me semble néanmoins pertinente, parce qu'elle fixe la ligne de démarcation, je crois, aujourd'hui, du combat de classe, si vous voulez, du combat politique et social, de gauche, et toute politique qui veut rompre avec le néolibéralisme, de façon un tant soit peu sérieuse. Hein. Alors, ça peut être rompre avec le néolibéralisme sur des positions, on va dire vite, réformistes de gauche, pour reconstruire un compromis social entre le capital et le travail, mais qui renverse le processus de contre-réforme néolibérale. Ça peut être pour aller plus loin, pour un projet explicitement anticapitaliste. Ces débats ont toujours existé à l'intérieur du mouvement ouvrier, à l'intérieur de la gauche, mais en tout cas, il y a une ligne de fracture ici qui me semble être la ligne pertinente, qui est celle de l'opposition et donc de la rupture à la contre-réforme néolibérale que nous vivons depuis plusieurs décennies. Or, il est clair qu'aujourd'hui, toute tentative allant dans ce sens se heurte immédiatement à la question de l'Union européenne. Immédiatement. Non pas on commence et puis après on voit, c'est peut-être un obstacle, mais il y en a d'autres de toute façon, etc. Non, on se heurte immédiatement à cet obstacle-là pour une raison extrêmement simple, qui je crois devient de plus en plus évidente, c'est que l'Union européenne, d'une part, est un appareil qui verrouille les politiques néolibérales, qui a été conçu pour verrouiller les politiques néolibérales, qui dispose d'outils extrêmement puissants pour empêcher tout écart par rapport à ces politiques néolibérales. La monnaie commune en est un, j'en dirai deux mots dans quelques instants. Et deuxièmement, parce que l'Union européenne est un appareil de destruction de la démocratie. Et ça, c'est tout à fait important de comprendre que le néolibéralisme n'aurait jamais pu l'emporter dans la plupart des pays européens, mais surtout en France et dans d'autres pays d'Europe continentale, où les résistances sociales à la mise en œuvre des politiques néolibérales ont été assez fortes quand même. Et où il y a des traditions, au-delà même d'ailleurs du camp de la gauche, si vous voulez, ou du mouvement ouvrier, qui étaient relativement hostiles, en tout cas réservées par rapport aux politiques néolibérales.
libérale. Eh bien, la politique de destruction de la démocratie, la politique d'autonomisation, si vous voulez, des processus politiques par rapport au consentement populaire, n'a pu se faire qu'en mettant en place cet appareil hybride qui n'est pas exactement, qui contient à la fois des éléments de supranationalité, des éléments d'une sorte de super-État européen, mais qui ne vient pas se substituer aux États existants, mais qui s'articule en quelque sorte à eux. Mais cette articulation est quelque chose d'extrêmement pervers, évidemment, parce que ce qu'elle rend possible, c'est une perte de contrôle totale des populations, des peuples sur les politiques qui sont menées, même dans le cadre extrêmement restreint, extrêmement limité de la démocratie dite représentative ou dite bourgeoise. Bon. Donc c'est pour ces deux aspects-là. Alors, Marianne a dit quelques mots, je vais revenir peut-être par la suite, et on y reviendra certainement au cours de la discussion. Il est clair que la gauche, soit n'a pas vu ce qui se passait, ou soit si elle l'avait vu, dans certains cas, elle a même régressé par rapport à ce qu'elle voyait auparavant, pour des raisons qui sont assez complexes. Aurélien, dans son livre sur la gauche radicale et ses tabous, avait notamment retracé l'évolution du Parti communiste français. J'en ai fait partie pendant quelques années de mon parcours militant en France. C'était encore au temps de Georges Rinchet. Donc j'ai particulièrement pu suivre cette évolution cette évolution qui a été celle du PCF par la suite. Alors, en Grèce, si vous voulez, la situation, quand Syriza prend le pouvoir, est de ce point de vue-là assez comparable à celle de la France ou d'ailleurs, c'est-à-dire que Syriza vient au pouvoir en 2015 avec une approche de la question européenne qui est très représentative de la ligne qui domine, et qui domine toujours d'ailleurs, et davantage encore à cette époque, au sein de la gauche radicale européenne. C'est-à-dire que Syriza réussit ce véritable exploit politique. Je rappelle quand même que c'est la première fois dans l'après-guerre en Europe qu'un parti de la gauche radicale obtient une majorité à lui seul. Il ne fait pas partie simplement de gouvernement de coalition, a fortiori comme une force d'appoint. C'est quand même une rupture extrêmement importante dans l'histoire politique européenne. Et cette rupture a été possible, je le rappelle, c'est tout à fait important, on va discuter de choses qui sont dans un axe un peu différent, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Si en Grèce ça a été possible, et si en Espagne même, quelles que soient les limites d'une force comme Podemos, mais des forces politiques, soit nouvelles, soit qui préexistaient, mais qui étaient assez limitées, si vous voulez, arrivent aux portes du pouvoir, ou deviennent des protagonistes majeurs de la vie politique de leur pays, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation populaire, là encore, d'une ampleur tout à fait exceptionnelle. Tout à fait exceptionnelle depuis les années 70. Je ne vais pas revenir, vous avez, je pense, un peu tous en tête l'image de ces grands cycles de mobilisation populaire qui ont scandé les années 2010, 2011 et début 2012, plus particulièrement en ce qui concerne la Grèce. L'image la plus frappante est peut-être l'occupation des places du printemps 2011, qui était, si vous voulez, la version grecque de ces grands mouvements populaires qu'on a vus des deux côtés d'ailleurs de la Méditerranée à cette époque-là. Donc Syriza arrive dans ce contexte-là en incarnant un espoir immense, mais cet espoir, si vous voulez, se traduisait par un engagement qui contenait une contradiction interne tout à fait insurmontable. Cette contradiction était de dire que d'un côté, on prend l'engagement précisément de rompre avec les politiques d'austérité, avec un programme qui contenait des engagements précis et qui visait à démanteler le carcan qui avait été mis en place à partir de 2010 en Grèce dans le cadre des accords passés entre les gouvernements précédents, antérieurs donc à Syriza, et les créanciers de la Grèce, la fameuse Troïka, dont je rappelle, Troïka, le nom, si vous voulez, qui concentre la haine du peuple grec comme des autres peuples d'ailleurs. Mais c'est quoi la Troïka? C'est la Banque Centrale Européenne, c'est la Commission Européenne et le Fonds Monétaire International. Lequel Fonds Monétaire International est venu se joindre à ce trio sur invitation des instances européennes, d'ailleurs, pour apporter son savoir-faire en matière de thérapie néolibérale de choc. Donc, démanteler ce qui a été mis en place par ce carcan, mais avec l'idée qu'on pourra faire ça dans le cadre de l'Union européenne et même dans le cadre de l'Union économique et monétaire. Alors, le deuxième aspect, c'est-à-dire que ça peut se faire dans ce cadre-là, n'a jamais été quelque chose qui a fait l'objet d'un consensus à l'intérieur du Syriza. C'est là où passait la ligne de fracture interne à ce parti, entre son aile, si vous voulez, gauche, qui disait non, ce n'est pas possible, il faut se préparer à l'éventualité d'une rupture, éventualité qui est plus qu'une
une éventualité d'ailleurs, et puis la direction de ce parti qui n'a cessé d'ailleurs, la majorité de la direction, de dériver précisément sur cette question. Or, on a vu très vite que l'idée selon laquelle ces deux choses-là pouvaient être tenues ensemble était tout à fait impossible. Et elle est devenue évidente 9 jours après les élections du 25 janvier 2015, vous en souvenez peut-être, quand la Banque Centrale Européenne, et Mario Draghi qui est à sa tête, a accueilli la formation du nouveau gouvernement, du premier gouvernement Syriza en Grèce, en coupant le robinet, le principal robinet d'approvisionnement en liquidité du système bancaire. Alors ça, c'était évident. L'arme monétaire est immédiatement sortie, et elle est sortie par la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, si vous voulez, dans cette sorte d'état d'exception dans lequel se trouvait l'Union Européenne, a agi comme le souverain, comme le dirait le penseur allemand Karl Schmitt. C'est eux qui ont décidé, d'une certaine façon, qui ont agi, qui sont montés au front en première ligne pour précisément faire le geste politique décisif qui allait écraser le gouvernement Syriza. Effectivement, ça a très très bien marché, parce que quelques 2 semaines après, le 20 février 2015, lors d'un Eurogroupe tout à fait mémorable, Yanis Varoufakis signe un accord dont le texte complet, vous pouvez le trouver, il est en annexe de mon bouquin là, sur Syriza, la Grèce et l'Europe néolibérale, lequel accord de l'Eurogroupe du 20 février 2010, en réalité, était déjà la capitulation du gouvernement Syriza. En effet, en signant cet accord, le gouvernement Syriza faisait 3 concessions tout à fait capitales qui hypothéquaient l'ensemble de cette expérience qui venait juste de commencer. En signant cet accord, le gouvernement Syriza, d'une part, reconnaissait la légitimité de la dette odieuse de la Grèce et s'engageait à la rembourser intégralement et à temps. Deuxièmement, le gouvernement Syriza s'engageait à soumettre à l'approbation préalable de la Troïka des créanciers tout projet de loi législatif qu'il déposerait au Parlement. Et effectivement, les mois qui ont suivi, jusqu'à la capitulation de juillet d'Alexis Tsipras, ont été des records négatifs d'activité parlementaire en Grèce. Le gouvernement avait été pieds et poings liés aux exigences de la Troïka. Et troisième élément, le gouvernement Syriza prenait acte du fait que les financements européens qui étaient prévus, soit dans le cadre du Fonds de stabilité monétaire, en gros ce qui va à la recapitalisation des banques, soit dans le cadre des fonds structurels, et qu'ils comptaient utiliser d'une manière différente de ce qui était prévu pour tenir et financer quelques-uns de ces engagements en matière sociale, et bien que rien de tout cela justement n'était possible, il fallait rester dans le strict cadre de ce qui était prévu initialement par les accords. Donc à partir de là, si vous voulez, ce théâtre des négociations, vous savez peut-être toujours encore ça en mémoire, que Yanis Varoufakis a, à mon avis, juste titre comparé à des séances de waterboating, c'est la noyade par simulation, vous savez, c'est cette sorte de torture que les Américains ont utilisée ces dernières années, mais enfin, c'est pas eux qui l'ont inventé, les Français l'ont appliqué dans le cadre des guerres coloniales à une très large échelle auparavant. Donc ces négociations qui n'étaient que des séances de noyade par simulation, dans lesquelles Yanis Varoufakis d'ailleurs a été humilié d'une façon absolument incroyable par ses collègues européens, malheureusement il ne semble pas du tout en avoir tiré les conséquences, ont abouti à la capitulation de juillet, mais capitulation qui avait ceci de remarquable, c'est qu'elle est intervenue 1 semaine après un référendum, le référendum du 6 juillet 2015, pendant lesquels, à la demande d'Alexis Tsipras, le peuple grec avait rejeté à 62% le plan d'austérité de Juncker, qui était beaucoup plus soft en termes de purge d'austérité que le mémorandum qu'il a signé 1 semaine après. Donc là, si vous voulez, on a eu une sorte d'image parfaite de ce que peut être une trahison politique dans le cadre de la façon la plus éclatante. Je crois que les revirements de François Hollande, c'est vraiment de la petite bière comparé à ce qui s'est passé en Grèce pendant cet été tout à fait dramatique. Et je dirais d'ailleurs la même chose même du revirement néolibéral de Mitterrand en 82-83. Bon, donc là, si vous voulez, la démonstration a été faite que si d'emblée on ne se prépare pas
à une confrontation avec ces institutions qui incarnent le pouvoir capitaliste et des classes dominantes européennes, y compris de la classe dominante de son propre pays, de la Grèce. La seule spécificité de la Grèce par rapport à ça, c'est que l'oligarchie grecque est une oligarchie déliquescente et corrompue, qui ne peut exister de toute façon et qui ne peut se tenir sur pied sans le parapluie protecteur de la Troïka. Et ça, c'est une figure récurrente de l'histoire grecque. À chaque fois que la classe dominante en Grèce a vu son pouvoir menacé, elle n'a dû son maintien au pouvoir que par la protection des puissances impérialistes étrangères, européennes ou états-uniennes, selon les cas. Mais si on n'est pas préparé à cette confrontation, si on n'est pas préparé à la fois techniquement, en termes programmatiques, mais si on n'est pas préparé politiquement, c'est-à-dire en ayant préparé sa propre population précisément à ce type de choses, on se retrouve littéralement nu, on se retrouve sans la moindre munition, on se trouve dépourvu des moyens d'autodéfense les plus élémentaires face au rouleau compresseur que ces institutions déclenchent. Et il est tout à fait clair dans le cas de la Grèce, et pas seulement de la Grèce d'ailleurs, que le nœud décisif était la question monétaire, la question de l'euro. C'est ça qui était tout à fait primordial. C'est sur l'euro, c'est avec la pression monétaire qu'ils ont fait plier le gouvernement. C'est par un plan B qui prévoyait donc la sortie de l'euro qu'il fallait répondre à ce type de chantage. C'est précisément de ça dont Tsipras et la majorité autour de lui n'ont pas voulu entendre parler, malgré le fait qu'une bonne part de leur propre parti réclamait précisément cette chose-là depuis le début. C'est pas quelque chose c'est un débat qui a commencé dès que la crise, si vous voulez, a éclaté, dès 2010, dès les premiers mémorandums. Donc c'est une histoire qui a duré qui s'est échelonnée pendant toute cette période et qui a abouti bien sûr à l'éclatement de Syriza suite à la capitulation dramatique de l'été 2015. J'en suis en termes j'ai quasiment épuisé mon temps de parole, c'est ça, je suis à 18. Hein, oui. Alors, jusqu'à 25. Ah, c'est jusqu'à 25. Ok, d'accord, j'ai encore un peu de temps. Donc, voilà pour la Grèce, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir pendant la discussion. Alors, comment maintenant sortir de l'Union européenne? Bon, alors, comment sortir par la gauche de l'Union européenne? Eh bien, si on veut répondre à cette question, je crois qu'il est utile de voir comment est-ce qu'on sort de l'Union européenne par la droite. D'accord? Et c'est bien ce qui est en train de se passer avec le Brexit. Le Brexit est une sortie par la droite de l'Union européenne. Le Brexit est une proposition politique qui a été portée au plan politique en Grande-Bretagne, à partir en tout cas des années 90, par, disons, une branche dissidente du Parti conservateur. Alors, il y aurait des nuances à apporter ici, parce que dans les années 70, quand la Grande-Bretagne a rejoint ce qu'était la communauté européenne à l'époque, il y avait un nom de gauche à la communauté européenne qui était très fort à l'époque. Le dirigeant de l'aile gauche du Parti travailliste, Tony Benn, récemment décédé, qui était une sorte de figure extrêmement respectée, si vous voulez, d'une vraie gauche socialiste en Angleterre, avait été l'une des figures de proue de non à la communauté européenne dans les années 70. Une grande partie des syndicats anglais à l'époque, qui étaient très puissants, étaient également positionnés de la même façon. Malheureusement, tout ça est passé au deuxième plan avec la dérive qui a été celle du Parti travailliste et avec l'affaiblissement aussi du mouvement syndical de ce pays. Et donc, on peut dire qu'à partir des années 90, le terrain du non à l'Union européenne a été occupé par une aile du Parti conservateur et puis après par une aile qui s'est autonomisée par le Parti conservateur et qui a formé le Parti UKIP, le Parti pour l'indépendance de la Grande-Bretagne. Et le parti UKIP n'ayant cessé de se renforcer au cours des derniers scrutins électoraux, à tel point que le Parti conservateur pouvait légitimement penser qu'il n'aurait plus pu former dans l'avenir de majorité parlementaire à lui tout seul, Cameron a décidé de jouer en quelque sorte la carte du référendum, pensant qu'il n'y aurait aucune chance pour que le Brexit puisse l'emporter, et qu'avec le référendum, il remettait de l'ordre dans son camp, désamorçait la menace du UKIP, et pouvait donc avancer dans
dans cette direction européiste qui est la sienne, avec les spécificités britanniques qui sont, comme vous savez, que la Grande-Bretagne a négocié, lui aussi l'avait fait, mais Thatcher aussi l'avait fait auparavant, des clauses d'exception sur un certain nombre de dispositifs européens, essentiellement pour aller encore plus loin dans le sens de la dérégulation néolibérale. Alors, ce qu'on a vu, si vous voulez, pendant la campagne du Brexit, c'est que le rejet dont font l'objet les institutions européennes par la population, en Grande-Bretagne comme dans les autres pays de l'Europe, il n'y a pas de spécificité particulière d'ailleurs de la Grande-Bretagne par rapport à ça, a été systématiquement travaillé, élaboré dans un sens nationaliste et réactionnaire. Donc le UKIP et l'aile du Parti conservateur, avec des gens comme Boris Johnson par exemple, qui ont mené la campagne, ont systématiquement dit « nous voulons récupérer le contrôle et la souveraineté pour mettre un frein à l'immigration, pour aller encore plus loin dans le sens de la dérégulation, le tout évidemment pimenté de quelques promesses démagogiques dans le genre que la contribution au budget européen nous avons la dépensée pour le système de santé et d'autres choses, mais c'est essentiellement une tonalité xénophobe et nationaliste qui l'a emporté. Pendant ce temps, la gauche était complètement incapable de réagir et d'articuler véritablement une opposition. Jeremy Corbyn, qui est le leader le plus à gauche que le Parti travailliste ait eu sans doute au cours de son histoire, mais qui est très fortement contesté par la majorité de l'appareil de son parti, et notamment de son groupe parlementaire, a adopté en fait une position de compromis qui était pour dire oui, on est pour le maintien, mais de façon critique, parce que quand même l'Union européenne, c'est quelque chose de très néolibéral, on a vu ce qu'elle a fait en Grèce, etc. Donc il a perdu, si vous voulez, sur les deux tableaux. Le résultat, c'est celui que vous connaissez, qui est, en gros, avec des spécificités, l'Europe, l'Écosse, Londres, etc., mais que le Brexit l'a emporté essentiellement dans les zones qui ont le plus souffert de la désindustrialisation, du chômage de masse et de tout ce paysage social de dévastation qui frappe la plus grande partie, en réalité, du pays depuis les années Thatcher, et dont les films de Ken Loach donnent une illustration tout à fait frappante. Donc, ça c'est comment sortir, si vous voulez, par la droite de l'Union européenne. Comment sortir par la gauche maintenant? Et je vais conclure avec ça. Il faut, à mon avis, trois choses. Il faut trois choses. La première, c'est il faut une orientation programmatique de rupture avec les politiques néolibérales. Alors, je ne vais pas, dans le cadre de la Grèce, je peux en parler parce que c'est quelque chose qui a été longtemps débattu au sein de Syriza, puis après l'éclatement de Syriza dans l'effort que fait l'Unité populaire et d'autres forces de la gauche de combat en Grèce. Dans le cadre de la Grèce, ça signifie cessation de paiement par rapport à la dette odieuse pour engager des vraies négociations pour aboutir à son annulation. Ça veut dire instaurer le contrôle des capitaux, qui d'ailleurs existe déjà, mais suite à ce que l'Union européenne a imposé. Ça veut dire nationaliser le système bancaire, ça veut dire sortir de l'euro, ça veut dire sur ces bases-là s'engager dans une politique de relance, ça veut dire notamment accepter des déficits budgétaires et sortir de ces règles-là. Tout ceci ne peut pas être transposé tel quel, évidemment, chaque pays doit élaborer les priorités programmatiques qui sont les siennes, les choses ne se posent pas exactement de la même façon en France, encore qu'il y ait des points de recoupement, à mon avis, tout à fait substantiels. Pensons par exemple à la nécessité de nationaliser les ventes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand on dit désobéir à l'Union européenne et à ses traités, ce qui est le point de départ, je dis bien le point de départ d'une proposition qui va dans ce sens, il faut être quand même précis. On va désobéir par rapport à quoi exactement, par rapport à quelles règles? Par exemple, est-ce qu'on va désobéir par rapport à la règle des 3% du déficit? Si oui, il faut le dire. Il faut aussi expliquer ce qu'on va faire quand l'Union européenne va riposter en imposant des amendes, par exemple, ou autre chose. Il faut être précis sur ce qu'on va faire si Mario Draghi fait avec la France ce qu'il a fait avec la Grèce, et avant la Grèce, avec Chypre d'ailleurs, et l'Irlande. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut mener la bataille démocratique. Et là, je voudrais juste faire une remarque sur deux termes, si vous voulez, qui me semblent être l'objet d'une discussion légitime. Le premier, c'est celui de souveraineté. Bon,
moi, je ne fais pas partie des gens qui sursautent à chaque fois qu'on parle de souveraineté, et tout particulièrement de souveraineté populaire. Hein. D'ailleurs, en tant qu'enseignant de philosophie politique, je sais ce que j'enseigne à mes étudiants tous les ans, c'est-à-dire que la théorie moderne de la démocratie est née avec Rousseau et avec l'idée d'une souveraineté populaire. Et on voit bien que le terrain primordial d'exercice de cette souveraineté populaire, c'est le terrain national. Je ne fais pas non plus partie des gens qui sursautent dès qu'ils entendent le mot nation. Le mot nation, tout dépend de qui l'utilise et surtout dans quelle conjoncture et avec quelle orientation. Mais le terme souveraineté, ou souverainisme davantage encore, comporte à mon avis deux points de problème, si vous voulez, qu'il faut repérer. Le premier, c'est qu'il implique l'idée, qui a été notamment abondamment développée par Jean-Pierre Chevènement, des gens qui sont autour de lui, qui n'est pas du tout un homme politique méprisable, hein, par ailleurs, qui est que le souverainisme est un axe dans lequel on peut rassembler au-delà du clivage droite-gauche, et en réalité au-delà du clivage de classe, dans une orientation commune qui serait réaffirmer la souveraineté nationale et du pays. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut rejeter. Il faut rejeter véritablement toute conception de la souveraineté populaire et de la souveraineté nationale qui déconnecte ça d'un contenu de classe, d'un contenu social et d'une certaine vision de l'antagonisme social et politique. Et je dirais la même chose également à propos de la nation. La nation doit être, c'est une référence qui peut être légitime en tant que cadre d'exercice de la démocratie. Elle doit être articulée avec une dimension internationaliste. Je n'ai pas ici le temps de développer, mais il est évident que pour moi, comme d'ailleurs pour les camarades qui avons mené ce combat en Grèce, on n'a jamais conçu nos propositions dans le sens d'un repli national, comme ils disent, mais exactement l'inverse, comme ouvrir une brèche qui ouvrirait une perspective politique pour les autres pays, les autres peuples européens. Mais là encore, la nation est aussi le terrain avec lequel les groupes dominants, que les groupes dominants ont utilisé, à la fois pour contrer l'antagonisme de classe, et dans des pays avec des traditions coloniales et impérialistes comme la France, pour appliquer une politique de discrimination et de stigmatisation de populations et de pans entiers de leur propre société. Le terrain de l'identité nationale est un terrain qui a été capturé par l'extrême droite et par la droite extrême, surtout à partir de l'ère sarkozyste, pour exclure de la sphère de la citoyenneté et de la communauté nationale et stigmatiser lourdement tout un pan de la population française. Avec le délire islamophobe des dernières années, cette ligne a pris une dimension et une ampleur tout à fait inédite. Si on ne s'explique pas, je ne dis pas qu'il faut rejeter toute référence au cadre national, au contraire, mais je dis que pour le faire, dans le cadre français, il faut en passer par un certain nombre d'explications. Sinon, on risque de se retrouver devant des variantes, si vous voulez, de chevènementisme qui montrent justement dont l'impasse, l'échec et d'ailleurs le déclin sur tous les plans est tout à fait significatif. Et troisième chose, je vais vraiment terminer là-dessus, c'est que je pense que cette vision, si vous voulez, d'une sortie de l'Union européenne comporte une dimension imaginaire et une dimension symbolique. Et là, je voudrais rendre ici, si vous voulez, un hommage à celui dont nous avons tous rendu hommage, et à travers Fidel, évidemment, en réalité, c'est au peuple cubain, à la révolution cubaine, mais plus largement aux révolutions et aux luttes latino-américaines, qui est que, si vous voulez, la gauche latino-américaine a toujours eu un imaginaire qui était un imaginaire à la fois extrêmement national et patriotique, mais aussi un imaginaire transnational qui était celui du continent latino-américain, la patria grande, l'Amérique latine, et comme ensemble, si vous voulez, plus large. Et Cuba a toujours conçu, en réalité, Cuba était un exemple justement d'internationalisme, précisément parce qu'il s'est conçu comme le centre névralgique de la révolution et de la lutte des peuples latino-américains. C'est quelque chose d'équivalent qu'il nous faut en Europe. Et pour avoir ça, évidemment, il faut déconstruire l'un des aspects, à mon avis, les plus néfastes qu'a apporté ce projet de l'Union européenne, qui est l'eurocentrisme. L'eurocentrisme dans le droit fil du rôle impérialiste et colonial qui est lié à l'histoire du continent, européen. Lutter contre l'eurocentrisme, c'est comprendre que la France, c'est refuser la notion d'Occident.
et pas simplement réclamer la sortie de l'OTAN, c'est comprendre que la France est aussi un pays méditerranéen, c'est comprendre qu'il faut un tout autre rapport avec les pays du Sud, c'est comprendre qu'il faut une toute autre conception des relations internationales, des politiques internationales, de ce qui se fait dans le monde, loin effectivement de l'enfermement atlantiste, loin aussi du rôle impérialiste que la France continue à jouer, et continue de jouer de manière extrêmement caricaturale même, depuis les années Hollande, notamment le rôle de gendarme, par exemple, de son arrière-cour africaine, ou du rôle de faucon, pire encore peut-être que celui de l'impérialisme américain dans le Moyen-Orient. Donc je crois que c'est ces trois dimensions sur lesquelles il faut discuter, qu'il faut avancer pour construire aujourd'hui une alternative digne de ce nom, une alternative qui associe sortie de l'Union européenne, combat social démocratique et contenu émancipateur. Merci. Merci beaucoup.